Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi plutôt qu'à la RATP, en fait, je crois, au départ, parce que quelqu'un a remarqué que j'avais fait 40 ans dans cette boîte. Et quand la première discussion a eu lieu sur la façon dont le design pouvait ensemencer les projets, je me suis dit, mais bon, je vais essayer de me rappeler des 40 dernières années, c'est-à-dire les 40 ans passés à la RATP, et j'ai trouvé pas mal de pépites, notamment pour illustrer comment le design aide au projet et comment le non-design n'aide pas au projet. Je suis aujourd'hui délégué à la conception, qui est un nom de fonction qui n'existe pas ailleurs. Ça se dit en anglais Head of Design, mais sauf que je ne suis pas vraiment Head. Ceux qui dirigent le design opérationnel sont mes successeurs, je les aide, mais je n'ai pas directement ce rôle opérationnel. Je suis en stratégie auprès du directeur des grands projets, à m'occuper également de recherche, d'innovation et de digital. Alors, la présentation que je voudrais vous faire se décompose en 3 parties. La première que je vais aborder tout de suite, c'est une série de visions du passé qui étaient très anticipatrices. Je vais commencer par le transport dans la ville, en remontant de 121 ans et en vous montrant quelque chose que j'aime bien montrer, ce sont les entrées Guimard. Pour vous, quand vous allez à Paris, c'est une vieille chose, d'accord? En fait, le président Besnard, qui était le patron de la compagnie du chemin de fer du métropolitain de Paris, devait faire face à une situation de cabale contre le métro et à rien trouver de meilleur que de choisir les entrées de métro comme un média et de confier leur conception à Hector Guimard, chantre de l'Art Nouveau, 32 ans, pour lui demander de créer quelque chose qui signifie la modernité. Donc ce qui est vieux pour vous aujourd'hui était totalement contemporain en 1900. Donc ce qui a été une audace en 1900 est devenu aujourd'hui un élément de patrimoine historique qui, justement, fait l'objet d'une sorte de rayonnement avec le fait de représenter Paris. Regardez cette couverture de guide touristique. Et puis même, 5 villes du monde nous en ont demandé. On les a installées en échange d'œuvres d'art qui sont installées sur le métro parisien. Donc, cette icône urbaine, elle a été totalement stratégique. Elle n'était peut-être pas voulue par Besnard, mais en tout cas, l'effet de signification était voulu. Besnard était le premier design manager des transports parisiens. L'exemple suivant, c'est quelque chose que vous voyez peut-être encore moins, c'est le métro aérien. Bien sûr, vous aimez prendre la ligne 6 à partir de Montparnasse, en venant du Mans, ou la ligne 2 au nord. 18 stations du métro de Paris sur 365, ça veut dire vraiment que ce métro aérien rayonne. En fait, si vous regardez l'infrastructure, vous vous rendez compte que cette infrastructure intrusive, imposante, a été très soignée. Camille Formigé a été missionné en 1900 par la ville de Paris, qui construisait le métro à l'époque. Il a été missionné pour fabriquer quelque chose qui puisse s'insérer dans un espace, dans une ville qui était jugée à l'époque déjà finie, parachevée, haussmannienne, belle. Et voyez le schéma d'insertion fine. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que ça a donné, bien évidemment, c'est toujours là, ça fait partie du paysage, mais surtout, regardez à droite, ça a inspiré Marc Mimram dans le concours sur le viaduc de la ligne 11 du métro, prolongé à l'est de Paris, et le projet qu'il a proposé, qui est vraiment sourcé sur le métro historique, a été choisi à l'unanimité et a réconcilié les acteurs qui, à l'époque, n'aimaient pas ce concept de métro aérien qui allait déranger le paysage de là où il y a Rosny 2, l'autoroute. Bon. Eh ben, je pense que vraiment, le viaduc du métro aérien sera
le plus bel objet urbain de cette zone de la banlieue Est. Troisième exemple qui pour moi est vraiment très important, c'est le funiculaire, dans lequel je me rappelle avoir réécrit le discours du président de l'époque, Christian Blanc, en lui faisant dire, ce qu'il a totalement suivi, le fait qu'on aurait pu faire quelque chose d'habituel, mais qu'il avait justement choisi d'aller chercher Roger Talon et Jean-François Deslogier, architecte, pour fabriquer une construction contemporaine qui rajoutait de la valeur au paysage parisien et qui faisait que la RATP se comportait en acteur urbain. Et là, les acteurs urbains, il y en a beaucoup dans le monde. Regardez, Bilbao ou Dubaï. À Bilbao, c'est Foster qui a conçu la totalité du métro, et cette entrée de métro, on l'appelle maintenant les Fosteritos de Bilbao. Et puis, ce fantastique objet qui est en fait la coque de toutes les stations du métro aérien de Dubaï, dû à l'architecte Aedes, ça fait maintenant partie des icônes horizontales de Dubaï, puisque la plupart des icônes sont verticales là-bas. Alors, deuxième grand domaine où le design, où les créateurs ont joué un énorme rôle, c'est l'information. C'était mon premier boulot à la RATP dans les années 80. J'étais chef de projet de Situ. Alors, il faut avoir un certain âge pour se rappeler de Situ. C'était des bornes urbaines posées dans la rue. Vous tapiez 12 rues des Tournelles et vous aviez un ticket qui vous dit, vous prenez la ligne 1, vous allez jusqu'à Bastille, vous mettrez 35 minutes environ. C'était absolument génial, 1984. Et c'est Talon qui a designé la borne urbaine. Elle n'était pas extraordinaire, mais le but était d'apparaître jaune en étant discret, gris métal, dans une ville de Paris qui voyait arriver ces trucs-là en disant « mais qu'est-ce qu'ils nous font la RATP ?» Et en fait, dans ce monde digital qui est en train de venir, c'était très préfigurateur. Et Talon nous avait passé pas mal de messages. On les retrouve aujourd'hui dans la conception du Zenway, qui est le plan que peu de gens utilisent maintenant, qui a remplacé les plans presse-bouton. Peu de gens l'utilisent parce que tout le monde a son smartphone. Alors, l'autre exemple de la formation, c'est également dû à Talon, c'était ce prototype incroyable de borne pour le temps d'attente des bus. Et regardez surtout l'écran en bas, où il montrait comment est-ce qu'on pouvait peut-être montrer l'arrivée du bus dans un langage, je vais utiliser des mots que certains ne vont pas comprendre, Minitel, Télétel. Donc c'était ce langage-là, et c'était très moderne à l'époque, 1986. Eh bien, aujourd'hui, avec Marc Aurel qui a travaillé sur les nouveaux abris de Paris, vous avez ce temps d'attente, évidemment, pas un bus qui grossit, mais en tout cas un chiffre qui est visible d'assez loin, puisqu'il est porté sur le totem à 4 mètres de haut, au-dessus de là où on attend le bus. Dernier exemple en matière d'information, alors celui-là, je l'aime beaucoup, personne ne le connaît. J'étais également responsable de cette recherche qui s'appelait Bus Vidéo. Vous avez une maquette là qu'on voit un peu, où le fantasme, c'était de mettre en place, en 84, un écran dans l'autobus qui accompagne le trajet des voyageurs. Et Talon nous avait dit, il faut qu'il y ait la carte. Vous voyez en bas, la carte où on voit le 38 qui fait le tour de la place du Châtelet. À cette époque-là, mon patron disait, il n'y aura plus de carte. Vous imaginez, moi qui adorais les cartes, j'entendais mon patron du marketing qui disait, la carte, ça va disparaître, c'est trop compliqué. Et il avait beaucoup de raisons pour dire que c'était difficile à utiliser. Et pourtant, à droite, les écrans du T7, mis en service il y a quelques années, vous avez toujours la carte qui apparaît lorsque on annonce la prochaine station. Et sur les nouveaux trains de la ligne 14, il y a également la carte où on voit, un peu comme sur votre navigateur de voiture, où se retrouve le métro sur la ligne 14. Voilà, la carte, c'est vraiment quelque chose qui était annoncé par Talon comme ne devant pas disparaître. Eh bien, regardez ici, c'est l'exemple de New York, qui a mis en service un subway map assez extraordinaire sur ordinateur, sur smartphone, où on voit les petits rectangles sur la ligne orange, là, ce sont les trains qui bougent, c'est la position des trains. Donc à New York, ils ont
peut-être un métro vieilli, mais en tout cas un système d'information absolument en avance qui va devenir un benchmark pour tous les réseaux du monde. Dernier grand domaine où l'innovation a été servie par le design, c'est le tram. Vous connaissez bien ça au Mans. Vous êtes rentré dans la deuxième vague des tramways dans les années 2000, mais la première vague était portée par des pionniers dont Grenoble, Nantes, Strasbourg, Paris, Rouen. Et à l'époque, c'était par tactique que les maires ou les dirigeants ont choisi d'accompagner un projet de transport par du design urbain. Je rajoute le mot urbain à design pour embrasser l'ensemble des métiers. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, les architectes, les urbanistes, les paysagistes. En tout cas, en Ile-de-France, le tram est arrivé par la banlieue, il est rentré dans Paris, Serge Reggiani. Et dans la page suivante, on voit comment est-ce qu'on a pu soigner vraiment toutes les insertions urbaines. Et ces soins-là, c'est typique de ce qu'on appelle l'école française du tram. J'ai eu la chance d'être commissaire d'une exposition il y a 8 ans maintenant, au lieu du design en Ile-de-France, qui s'appelait Tramway 2. Une école française. Je peux vous assurer que je continue à avoir des contacts proches avec des spécialistes de transport du monde germanique, du monde asiatique, et qui nous disent « Mais comment vous faites en France pour arriver à faire ça ?» En fait, il s'est développé en France une culture étonnante de transversalité qui est très moderne, qui a été anticipée dans les trams, où vous avez du décideur jusqu'au concepteur, des acteurs qui sont en horizontal entre l'ingénierie technique du transport, l'ingénierie de la voirie et la conception, design et architecture. Si vous parlez à des gens de Vienne, ils disent « Unmöglich », c'est pas possible. « Es gibt Silos », ils disent « il y a des silos », c'est comme ça parle pas. Mais vous pourriez peut-être essayer « Nein ». Bon, je caricature, mais cette discussion, je l'ai eue il y a quelques jours avec un ami autrichien qui connaît bien les choses. Alors, de notre côté, nous avons à la RATP évidemment fait appel à des grands designers pour faire des stations, donc on en est très content. Villemotte, Marc Aurèle. Mais en fait, on n'a fait que participer à une sorte de vague. Je pense que c'est l'image préférée de ma présentation. C'est cette espèce de délire de tramway. Je vous assure que vous montrez ça à des spécialistes de tramway des autres pays, ils vous disent « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé en France ?» En effet, j'aurais pu rajouter Le Mans, mais je n'ai pas trouvé de photos prises dans l'axe comme je voulais que toutes les photos soient sur cette page. Bon, ça veut dire que grâce au design et au métier de la création, le tram a le pouvoir de transformer la ville. Voilà 3 grands domaines, émergence du réseau, tramway, information, où le design a vraiment un grand rôle pour appuyer les nouveaux transports et l'innovation. Là, un petit regard sur ce qui a manqué. Et il y a eu des zones d'ombre. Il se trouve qu'il y a 2 semaines, lors des Journées du patrimoine, j'ai été invité dans l'émission Parigo à commenter l'Aramis, agencement en rame automatisé de modules indépendants en station. Des petites cabines qui se suivent, qui sont accrochés, là ils sont en duo, mais les duos, les doublets comme on disait, sont accrochés se rapprochent par des attelages immatériels, et à un moment donné, lorsque un doublet doit desservir une station, il se détache, il s'arrête, fait le service voyageur, puis il repart et il rattrape la rame suivante. Génial, ça a marché expérimentalement, mais l'argent s'est arrêté à un moment donné. Les pouvoirs publics ont eu assez de ce projet expérimental qui avait duré quand même de 71 à 87. Moi, j'y ai participé en 85. Et justement, ce que je voulais, j'avais pensé ça à l'époque, je ne savais pas que 34 ans après, j'allais le dire dans une conférence, mais je m'étais rendu compte qu'il manquait complètement un regard voyageur. Que c'était un monde d'ingénieurs tous sympathiques qui croyaient à mort, mais qu'en fait, par exemple, vous voyez une station là, il n'y a eu aucun essai d'aménagement de quai pour voir comment est-ce que les gens pourraient attendre, rentrer.
Imaginez un groupe de 5 personnes, une cabine qui arrive, il y a 3 places libres, et on leur dit, vous vous séparez en 2, 3 plus 2. Ils disent, non, non, on ne se sépare pas. Résultat, 3 places partent à vide. Ça, c'était pas vu. Et tout d'un coup, quand ça s'est pas vu, ben, ça a fait baisser la capacité nominale d'Aramis de 20%. Vous imaginez l'équilibre économique cassé par un manque d'approche client? Bon. Point suivant, c'est la question des autobus, ou plutôt les autobus en question. Nous sommes tellement habitués aux autobus qu'on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, ça reste des boîtes à chaussures à roulettes. Alors que les voitures, les vélos, les bateaux, les trains, les trams, tous sont en train de muter, on les regarde dans des salons du tramway, des salons de l'auto, le salon de l'autobus, le salon du transport public, vous n'êtes pas en train d'admirer des autobus. Et même lorsqu'ils sont passés du diesel à l'électrique, plusieurs compagnies, plusieurs fabricants ont dit « on vous fait le même ». Moi, j'ai entendu le patron de Yutong, constructeur chinois, qui disait à la directrice du développement durable de la RATP « ne vous inquiétez pas, ce sera exactement le même ». Et on lui disait « mais il n'a pas compris, il y a un truc qu'il n'a pas compris ». Il faut absolument profiter du fait que les composants techniques d'un autobus se modifient, mais vraiment dans leur intimité, à l'intérieur, les organes se modifient, pour essayer d'arranger les choses autrement, pour éviter, regardez en bas à gauche, des aménagements hostiles, voire insultants pour les voyageurs, ou des arrières qui méritent leur nom de cul de bus, comme on le dit dans le monde de la publicité. Ces culs de bus, vous croyez qu'ils font de la bonne publicité pour les bus, pour ceux qui sont en vélo ou en auto? Pas du tout. Donc, ces bus ne changent pas. Et nous, à Paris, en plus, on a quelque chose qui est dans nos mémoires, qui est ce bus extraordinaire, à plateforme, qui est plus possible. Hein, c'est un fantasme impossible maintenant. Imaginez, la moindre commission de sécurité va vous dire non. Mais, sauf qu'on a ça, en bas, des culs de bus. Bon, c'est pas parce qu'ils sont devenus bleus et plus vert jade, c'est pas tellement ça, mais c'est que vraiment on continue à ne pas du tout présenter l'objet autobus de façon aimable. Troisième point où les designers ou les concepteurs en général n'interviennent pas comme il faut, mais là c'est vraiment difficile, c'est les pôles d'échange. Où, quand vous partez du Mans, vous mettez 1 heure à aller à Paris-Montparnasse. Et si vous êtes dans la voiture 20, en imaginant que le TGV soit numéroté du début jusqu'à la fin, vous allez mettre 20 minutes pour aller au quai de la ligne 4. 1 heure, 20 minutes. C'est peut-être normal en fait, parce que tous les pôles d'échange ont été créés par juxtaposition et addition dans l'histoire des villes. Comment faire autrement? Tout casser pour reconstruire à la place? Difficile. Dans une ville même qui ne regarde pas les choses avec soin, c'est très difficile d'annuler un point de correspondance pendant un certain temps, pendant 2 ans. Donc, en fait, le but, ce serait de faire de telle sorte que le pôle d'échange en entier soit vécu comme un objet architectural dans lequel on soigne les parcours clients et on les rende positifs. Ça, ce n'est pas vraiment possible. Pourquoi? Pour une raison qui n'est pas technique. C'est parce que les gouvernances ne sont pas là. Alors je vais m'amuser, mais entre RATP, Ville de Paris et SNCF, je ne suis pas très sûr qu'on ait un conseil de pôle de Gare Montparnasse qui essaie de soigner les choses comme un syndic de copropriété d'un grand ensemble immobilier. On n'a même pas ça. Donc, c'est difficile d'aller plus loin, et c'est difficile parce que, regardez l'image d'après, il y a actuellement en préparation la révision du règlement TEN-T. TEN-T, c'est Réseau Transeuropéen de Transport, qui est un règlement qui va pouvoir structurer la politique européenne et qui va pouvoir appeler des budgets. Pardon. Et dans ce schéma, vous voyez plein de points blancs. Ce sont les nœuds urbains qui sont les villes. Mais vous imaginez la fluidité du nœud urbain de Paris pris en entier pour quelqu'un qui va de Amsterdam à Bayonne. C'est Gare du Nord, Châtelet-Léal, Gare Montparnasse ou
Roissy-Charles de Gaulle, gare du Nord, Orly. Bon, ces hubs urbains au milieu des nœuds urbains, c'est vraiment pas encore ça, et ça n'a pas été pris avec le regard utilisateur au bon niveau. Donc, je vais terminer en vous proposant l'exploitation d'une étude qui a eu lieu il y a déjà longtemps, mais qui a été complètement incomprise à l'époque. Regardez, l'image suivante, c'est une cartographie d'expérience client. Tous les designers savent ce que c'est. C'est l'outil de base. Nous décrivons un trajet d'un client qui utilise un hôtel, qui va dans un restaurant, qui prend les transports. On découpe son parcours en touch points, en points de contact. On identifie les pain points, les points de souffrance, et on traite les pain points en priorité. Et on le fait de façon globale. Cet outil-là, en fait, quand on essaie de le structurer, dans le monde de la mobilité, ça crée une scène avec des espaces, des véhicules, des paysages, des écrans, des terminaux, des gens, des lieux de la ville. Et tout ça, en fait, il y a une agence qui s'appelle InProcess, une agence de design qui, dans les années 2007-2008, a proposé une étude qui s'appelle Impedimenta, qui a proposé d'analyser ça avec 10 clients, et nous en étions un, RATP, il y avait également Monoprix, La Poste, JC Deco, donc des acteurs de la ville. Et ils ont proposé de structurer ça en suite servicielle urbaine. Alors c'est un mot qui est difficile à prononcer, ça fait rire, mais sauf que ça veut beaucoup dire de choses. C'est une suite de services organisés. Quand vous prenez, faites un trajet urbain, vous partez de chez vous, vous avez la concierge qui nettoie, qui organise le nettoyage de votre immeuble. Ensuite, le trottoir, c'est la ville. Puis l'abribus, c'est JC Deco. Puis l'entreprise de transport. Vous croyez que tous ces acteurs se coordonnent? Pas du tout. Celui qui coordonne, c'est vous. C'est le client qui coordonne l'ensemble des morceaux du service. Et donc, ces différents morceaux, arrêts, véhicules, terminaux, finalement, ont été proposés en description par InProcess comme un concept, au travers d'un concept de triple hub. Chaque individu est entouré de 3 types de hubs. Les hubs fixes, qui sont les choses sur Terre, de là où vous allez à là où vous êtes, à là où vous allez, là où vous passez. Les hubs mobiles, les véhicules, et les hubs sur soi, les terminaux. Et ce concept-là n'a été totalement incompris en 2007. Moi, je l'avais bien remarqué. Tous mes collègues disaient « ouais ». Mais sauf qu'il y en a un qui comprenait pendant ce temps que c'était très utile, c'est Google. Google a investi le domaine de la data et des hubs sur soi, puis les hubs mobiles, ils n'ont pas que des Google Cars, ils sont intéressés dans le véhicule autonome. Et maintenant, vous allez sur Google, justement, c'est drôle, et vous tapez Google Real Estate, immobilier, eh bien, ils sont en train d'exploser en matière immobilière dans l'expertise du bâti fixe. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rebalayer ces choses-là, en commençant par le hub mobile. Alors un tout petit exemple qui rappelle comment un designer peut nous aider. Quand on a fait le nouveau matériau roulant MF-01, qui roule sur 3 lignes à Paris, c'était pas dans le cahier des charges. Mais le designer avant-première nous a dit, écoutez, il y a à découpler les choses entre la caisse et certaines choses qu'il y a dedans. Alors, les changements de décor, ça c'est clair, vous allez changer les tissus au bout de 20 ans, d'accord. Mais les displays, c'est-à-dire les afficheurs d'informations voyageurs, dans 20 ans, ce ne sera plus les mêmes. Donc, ils nous ont proposé ce qu'on appelle des voussoirs creux, qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Eh bien, heureusement, parce qu'on commence à se dire que dans 10-15 ans, si on change ces afficheurs là où c'est bleu, là, ben, ce sera très facile à faire. L'autre exemple que je voudrais montrer dans les hubs mobiles, c'est justement sur le bus. Alors, personnellement, je vis ça comme un échec. Ça fait depuis 20 ans que je travaille à essayer de faire bouger les bus. Je ne peux pas dire que j'y arrive. Pourtant, j'ai mobilisé beaucoup de collègues en France, en Europe, l'UITP. On a fait même une charte que vous pouvez trouver, European Bus System of the Future. Vous tapez charte des bus électriques et vous avez une très belle étude réunissant 21 concepts
qui sont dessinés, mais ce n'est pas le dessin qui est spécifié, c'est le concept. Et puis, entre-temps, Alstom a sorti son Aptis, qui, sans faire exprès, est à peu près dans les concepts, avec un plancher très plat, avec un arrière au-dessus qui est en terrasse, en dessous duquel il y a des organes, donc l'ensemble du bus est plat. Mais bon, Alstom a décidé d'arrêter sa production, donc on va en avoir 50. Nous, à la RATP, il y en a quelques-uns dans quelques autres villes, et puis ça va s'arrêter. J'espère que les 50 qu'on aura à Paris, ça va montrer que ça vaut le coup de changer l'animal autobus. Pour les hubs fixes, là, vous avez une image de notre intranet qui montre ce qu'est un schéma de station avec tous les modes. Mais il est clair que les lieux ont toujours été un peu dans l'ombre des politiques de mobilité. Je ne sais pas comment ça se passe au Mans, mais vous regardez dans toutes les grandes villes, on parle de réseau, de lignes, de vitesse, de technologie, mais pas de lieux. Et pourtant, c'est dans les lieux que les voyageurs ont leur pain point. C'est là qu'ils attendent, c'est là qu'ils marchent, c'est là qu'ils montent les escaliers, c'est là qu'ils... Bon. Et ils sont tellement stressés qu'ils consomment peut-être même pas ce qui est offert dans les commerces qui sont sur place. Traiter les lieux, c'est vraiment stratégique. Que ce soit les petits lieux, là on voit qu'on peut, avec des points d'arrêt, faire des choses très bonnes, Birmingham, ou très grands, comme Châtelet-Les Halles, demain Saint-Denis-Pleyel, avec une intégration très forte. Et on a fait, il y a une dizaine d'années, une étude qui s'appelait Osmose. Je dirais Osmose 1, parce que maintenant, il faut qu'on se dirige vers un Osmose 2. Le Osmose 1 avait conduit à dire qu'une station devait être, dans le futur c'est maintenant, augmentée, c'est-à-dire non limitée aux fonctions du transport strictement, partagée, c'est-à-dire non exploitée uniquement par le transporteur, évolutive, c'est-à-dire permettant d'absorber les fonctions facilement, expressif pour rester attractif. J'ajoute solvable pour que les autres acteurs qui rentrent dans le concept puissent y trouver de l'intérêt et que ce soit profitable. Alors, le concept a été dessiné par 3 architectes, dont FOA, en haut à gauche. On l'a prototypé dans une station de bus à Paris. Le Grand Paris Express s'en est largement inspiré. D'ailleurs, nous avons fait aussi l'étude pour eux, presque. Et puis, on le fait quand on peut dans des stations de prolongement de banlieue. Mais le Osmose 2 qui a à faire maintenant, c'est de refaire ça avec les préoccupations environnementales et d'accessibilité. Bizarrement, en 2010, les préoccupations environnementales n'étaient pas montées assez haut dans les spécifications de cette étude. Et il me semble qu'aujourd'hui, les résultats sont un peu grevés par ce manque d'approche sur l'environnement. Et pour terminer, je vais montrer quelques... Ah oui, ça c'est des exemples intéressants de hubs fixes augmentés. C'est pas mal, quoi. Zurich ou Munich, ce sont des stations de tram ou de métro. C'est quand même très intéressant d'attendre ou de passer à ces endroits-là et au lieu de dire « mince, il faut que je change à Barbès-Rochechouart », c'est chic, je ne vais pas changer à Barbès-Rochechouart parce qu'il y a quelque chose de bien, quoi. Hein, j'aurais peut-être pu prendre d'autres exemples, je sais, mais je sais pas, ça m'est venu comme ça. Alors, dernier point, c'est les hubs sur soi. Alors, le digital est arrivé après. L'information est arrivée après. Donc, en fait, déjà en soi, l'information doit être un lien entre le fixe et le mobile. Mais à l'intérieur de l'information, il faut que ce soit également fluide. Il y a un continuum informationnel qui est nécessaire entre ce qui est sur votre écran et ce qui est fixe. C'est pas toujours évident. Nous, on soigne à la RATP de façon très fine l'unité des signes. Vous le voyez là, entre l'écran et puis la signalétique. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment concevoir les systèmes de façon native, en physique et en digital. Pas faire l'un après l'autre. C'est pas facile dans l'état d'esprit, dans le mindset, comme on dit, et même dans la formation des acteurs, même des ingénieurs, des designers, des architectes. Être en digital et en physique en même temps. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont d'un côté et de l'autre. Regardez le monde digital, il a proliféré. Nous avons 30 comptes Twitter à la RATP, nous avons une appli, mais nous avons 4 concurrents. Bon, si les masses qu'on loue deviennent également
une jungle de masse, mais qu'est-ce que ça va être pour l'utilisateur? Il faut absolument les réguler. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une idée forte, et je vous propose cette dernière image, qui est le résultat d'une étude que l'on a menée très récemment, qui s'appelle 14 à Tori, qui est publique sur le site de la RATP. C'est une étude financée par la Commission européenne pour préfigurer le service à rendre par la ligne 14 lorsqu'elle sera prolongée à Orly en 2024. Vous imaginez des métros automatiques avec des portes qui se ferment tout seuls, tous les 80 secondes, avec des occasionnels venant de partout ailleurs, mélangés avec des gens qui travaillent et qui rentrent chez eux. Ça peut être un délire de service, quoi. Donc, nous avons proposé tout un tas d'éléments, une cinquantaine de services, dont un qui est le concept de compagnon digital. Faire de telle sorte que chaque type d'acteur dispose d'un compagnon qui l'accompagne sur son parcours, en lui offrant les différents services, en commençant même, regardez, pour un grec, dès Athènes, quand il se prépare à venir à Paris. Et ensuite, évidemment, il y a un embarquement digital automatique avec, s'il a rentré son nom d'hôtel, tout de suite le trajet qu'on va lui donner à l'arrivée à Orly. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce panorama. Pour terminer, je vais peut-être vous proposer un message. Je vais d'abord dire que ce n'est pas toujours la peine d'appeler le design pour faire de l'innovation. Ce n'est pas indispensable. Par exemple, l'interconnexion des réseaux RATP et SNCF, c'est-à-dire le fait que les trains passent d'un réseau à l'autre sans que le voyageur change de train, ce n'est pas une histoire de designer, c'est une histoire d'ingénieur et de planificateur. Le plancher bas des tramways, ce n'est pas une histoire de designer. Il n'empêche que dans beaucoup d'innovations complexes, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le design sert à construire les bonnes visions, anticiper les usages en ayant les bonnes méthodes participatives et surtout remontantes, permettant avec des stimuli qui sont les images de provoquer des projections, des mises en situation, donc de partager la représentation, faire de telle sorte que entre le mainteneur, l'exploitant, le concepteur, donc le monde du transport, le monde de la ville, on voit la même chose. Donc ça permet de choisir plus vite, de dérisquer les projets, c'est-à-dire de mieux innover. Voilà ce que je voulais vous dire après 40 ans d'analyse de mon cerveau.